Alors déjà dans la salle, qui n'a pas fait de Java pour l'instant? Ok. Qui a fait des applications donc Java? J2E? Spring? D'accord. Vous faites plutôt des applications embarquées? Zéro. Des applications web, genre les sites web? Mais pure web, hein. Ah, il y en a moins. Des applications de gestion? Ok, donc c'est principalement tout le monde. Il y a des bases de données dedans ou pas? Ok, presque quasiment tout le monde. Combien de tables en général vous devez manipuler? 10? Plus? Plus de 10? Plus de 50? Plus de 100? Bah, tout le monde lève la main. Plus de 200? Moins, d'accord. Ok. Donc, en fait, moi je vais parler de ce qui se passe quand on a un très gros projet d'application de gestion. Donc, qui je suis? Je suis Florent Ramière. J'ai pas mal de temps d'expérience. Puis, comme je suis consultant et je suis passé sur plein de projets, j'ai vu plein de choses. Puis, j'ai fait plein de bugs et j'ai pas mal de choses à dire. Et je suis le co-créateur de SpringFuse, qui en fait agrège toutes les informations que je vais essayer de vous transmettre. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, aujourd'hui? C'est vous donner des clés sur des nouvelles technos, peut-être que vous n'avez pas connues, ou alors vous faire redécouvrir des technos, au hasard JSF, parce que JSF a changé. Et qu'au final, il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas besoin d'être intelligent, c'est souvent du savoir. Si on sait que des choses existent, ça va beaucoup mieux. Et que faire simple, c'est très compliqué au final. Alors voici tout ce qu'on va aborder. Donc Speedy Gonzalez, c'est moi. Ok. Donc petit rappel pour l'histoire du Morito. Si jamais quelqu'un n'a vraiment rien appris, je peux vous expliquer comment, avec un Mars dans votre cuisine, calculer la vitesse de la lumière à 2% près. Ok. Petit rappel aussi, c'est le Space Mountain du développement d'entreprise. Donc manifestement, la plupart d'entre vous fait des applications Java pour les applications de gestion. Et je fais également des applications de gestion qui se trouvent être sur Internet. Donc je ne fais pas des sites web, je ne suis pas Google, je ne suis pas Twitter. Je fais vraiment une application de gestion en fait. Donc je vais passer sur du Eclipse. Alors tout ce que vous allez voir est sur springfuse.com. Springfuse.com. Donc je lance Maven, j'ai une application, j'utilise Jetty, un container de servette embarqué. Mon application démarre, manifestement il y a du SQL, j'utilise une base de données embarquée, donc je suis complètement indépendant d'un système, d'un environnement externe. Là on peut voir les différents contextes disponibles dans Jetty, donc Space Mountain, c'est l'application que j'ai créée. Voici mon application. Donc c'est internationalisé, il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Je peux aller récupérer une liste de comptes, parce que j'ai créé une base de données avec des données dedans. Admin, super. Et en fait, l'application de gestion, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? C'est j'ai toute une infrastructure pour requêter des données, je vais les manipuler, les restituer, je les modifie, je sauvegarde. Et au milieu, il y a l'âge du capitaine, des sinus, des fois, etc. Mais structurellement, je fais beaucoup de CRUD. Donc c'est create, read, update, delete, la recherche et la navigation. Donc là, par exemple, j'ai une base avec 53 résultats. Je peux naviguer dedans. La navigation se fait côté serveur, c'est pas fait côté front. Je peux faire une recherche sur admin. Donc effectivement, j'ai un admin qui est là. J'ai un user qui s'appelle démo. Donc je peux faire admin ou démo, très bien. Mais je veux uniquement les utilisateurs qui sont à Tokyo. Donc j'ai bien démo qui est à Tokyo. Rien d'extraordinaire, c'est vraiment de la recherche. Alors, donc ça, c'est ce sur quoi on travaille la plupart du temps. Donc au milieu de tout ça, il y a du fonctionnel avec des règles de gestion XY. Nickel. Donc pour faire tout ça, déjà, vous avez remarqué que j'ai fait Maven et l'application elle démarre. Donc déjà, il faut utiliser Maven. Ant, c'est sympa, c'est bien, mais Maven, ça répond vraiment aux besoins du développement d'entreprise. C'est un outil de packaging tout à fait adéquat.
Ça permet d'avoir des builds reproductibles. Alors, à quoi ressemble qui n'utilise pas Maven, en fait? Ça va être plus rapide. Donc, quelques-uns, vous utilisez plutôt quoi? Donc, une petite dizaine de personnes. Ant, d'accord. Ok, Ant, c'est vraiment un couteau suisse. Et Maven, il y a vraiment, on déroule, on s'inscrit dans des conventions, et c'est vraiment dommage de ne pas utiliser les bénéfices de tout ce que l'industrie nous a apporté. Donc c'est rien d'extraordinaire, on décrit du code, il y a un cycle de vie, on met des plugins sur le cycle de vie. Lorsqu'on a compris comment ça marche, c'est vraiment, on peut dérouler une application d'entreprise de façon assez rapide. Donc derrière tout ça, on a JPA. Qui n'utilise pas JPA? Plus que, d'accord, peut-être une vingtaine de personnes. Vous utilisez quoi? Hibernate, JDBC, Ibatis, d'accord. Donc en fait, la plupart du temps, notre métier, c'est de faire du JPA, en fait, mapper des données qui sont dans une base de données de l'entreprise. Et on va décrire ce que c'est qu'une donnée. Là, par exemple, j'ai ma classe account qui est mappée sur la table account, qui a plusieurs attributs, qui a des many-to-one, des one-to-many, et on va déclarer avec les annotations JPA que telle colonne a tel nom, a telle contrainte, etc. Donc ça, c'est vraiment notre pain quotidien. Alors le pain quotidien aussi que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de code qui est réalisé grâce à JPA, l'Entity Manager, etc. Mettez les logs, histoire de voir ce qui se passe. C'est dommage. Là, on voit les logs de tout ce qui se passe. Il y a également un truc très important, c'est avec JPA, c'est le métamodèle. Ça représente la version... Quand on voulait faire précédemment des requêtes SQL, on faisait des concaténations de strings, on envoyait ça à Entity Manager ou à Hibernate, et Go j'exécute. Là, on peut avoir la totale de façon typée. Et comme on est sur des très gros volumes de projets, qui a travaillé sur des projets de plus de 200 000 lignes? La moitié, de plus de 200 000, un quart. Quand on est à 200 000, un projet d'un minimum de 200 000 lignes de Java, il faut vraiment se faire aider par des outillages, dont le typage fort. JPA apporte ce typage fort, il faut vraiment l'utiliser. Il y a également notre ami SQL, il faut vraiment être à l'aise avec le SQL. Si possible, être indépendant des bases qu'on nous offre au boulot. Alors moi, j'utilise H2, qui est une base de données embarquée. Il y a tout qui est disponible directement sur Internet, enfin dans votre navigateur. Il faut également savoir comment marchent les bases de données et ne pas hésiter à faire des explains pour savoir les types d'impact que font vos différentes requêtes sur la base. Ensuite, je vous disais que la plupart du temps, nous, on fait des recherches plus ou moins compliquées. Alors, malheureusement, dans ce que je vois sur les applications Java Entreprise, c'est des énormes monstres plantes avec des concaténations de strings. C'est moche, c'est difficile à comprendre, c'est peu performant. Donc là, cet écran de recherche représente donc là une recherche avec un OR sur un username. Tokyo, c'est une many-to-one. Un rôle, je veux que le démo, je veux également que je veux tous les users qui soient admin ou démo qui habitent à Tokyo, donc c'est bien une many-to-one, et qui est le rôle admin et qui est une many-to-many. Donc là, j'ai pas de rôle admin parce qu'il n'est pas à Tokyo. Donc ce genre de choses, là, je fais une recherche assez complexe. On va voir à quoi ça correspond côté code, tout ce bazar. Voici la count search form. La count search form, c'est le composant qui représente tout ça en Java. Donc ça, c'est en fait une succession de... Qui utilisait le query by example d'Hibernate lorsqu'on utilisait Hibernate? D'accord. Donc en fait, on a besoin de faire des super query by example en JPA, fortement typés, et c'est ce qu'il faut faire, et ça amène plein de valeurs. Qui a fait ce genre de choses déjà sur les projets d'envergure? Peu de personnes, d'accord. C'est vraiment un bénéfice très important. À côté de JPA, on a bin validation. Bin validation, donc c'est une description. On va donner la description des différentes contraintes
qu'on veut voir être appliqué. Alors ça marche. Qui utilise le bin validation déjà? Donc la moitié, un quart de la salle. Donc c'est très important. En fait, on va déclarer ces différentes validations. Par exemple, le password ne doit pas être empty. Très bien. Un email, il ne doit pas être empty. Et puis il va être de type email. Alors il ne faut vraiment pas hésiter à faire ses propres annotations. C'est vraiment trivial et ça amène beaucoup de lisibilité. Ensuite, quand on est sur des écrans de recherche, en fait, nos clients, en fait, ils disent oui, mais moi, je veux une vraie recherche à la Google. Eh bien, en fait, je vous recommande d'utiliser Hibernate Search, qui est assez pratique. Donc là, par exemple, j'ai dans ma classe account, mon ami username est annoté avec le champ field qui vient d'Hibernate Search. Si je fais admin, j'ai bien admin, vous remarquez que j'ai de l'autocomplete. Donc c'est adéquat. Et admin, A-D-H-M-I-N, il va retrouver admin. Donc je vais faire vraiment de la recherche full text directement dans la base. Et remarquez que si je fais admin et rôle, donc je veux un oui, il faut faire participer la recherche full text avec le JPA. Donc c'est ce qu'on fait avec les super query by example. Alors, derrière cette recherche-là, c'est JSF2. Donc, qui a fait du JSF? Donc, la moitié de la pièce. JSF1, la moitié de la pièce, enfin un peu moins. Qui a aimé JSF1? D'accord, personne. Alors, en fait, ça a été fait. Qui a aimé Struts? Un peu plus. Struts 1, d'accord, pas Struts 2, Struts 1. Ouais, 2 personnes et demie. En fait, c'est la même personne qui l'a fait, donc en fait, il y a eu pas mal d'erreurs. C'était très verbeux. JSF2, c'est vraiment différent. Ils ont rétabli la simplicité. Je vous recommande largement de regarder JSF2. C'est devenu extrêmement efficace. Alors JSF2 plus Prime Faces, là ce que vous voyez c'est du Prime Faces. Pour moi, le couple JSF2 Prime Faces pour une application d'entreprise, c'est imprenable. Imprenable. Les applications JavaScript, etc., elles iront sûrement plus vite au tout départ, mais sur un volume important de présentation fonctionnelle à nos clients, à mon sens, c'est imprenable. Alors derrière tout ça, il y a plein de code qui doit être réalisé. Je suis assez surpris par qui connaît les commons de Apache, commons long, commons codec, d'accord. Tout le monde ne connaît pas, je vous recommande largement d'apprendre, au moins de connaître les commons, histoire de ne pas réinventer la roue. Et qui utilise Guava? D'accord. Donc Guava, enfin, c'est l'équivalent un peu des super commons, qui est de qualité très importante. Et qui aime la programmation fonctionnelle, là où c'est utile, pour les applications d'entreprise? D'accord. En fait, Guava va vous aider à faire des folds et vous aider à faire de la programmation fonctionnelle. Simplement en Java, même si c'est un petit peu verbeux. Ok, derrière tout ça, il faut faire des tests. Eh bien, les tests, on peut les lancer via Maven, qui intègre une phase de test. Qui fait des tests unitaires? Excusez-moi, mais c'est pas assez. C'est 80% de la salle. D'accord. Vous utilisez plutôt JUnit ou Mockito? Pardon, JUnit ou TestNG? JUnit, la moitié. TestNG, d'accord, c'est 2 personnes. TestNG a des features assez intéressantes qui manquent à JUnit. Donc il faut vraiment utiliser JUnit, c'est vraiment important. C'est pas extraordinairement plus long à faire. Au départ, on a l'impression que ça va prendre du temps, mais non, c'est adéquat. Testez vos exceptions. Vous faites exception. J'ai oublié comment ça s'appelle déjà. Ok. Donc, qui utilise des frameworks de mock? D'accord. Un tiers. Vous utilisez quoi? EasyMock, PowerMock, Mockito? D'accord. Alors Mockito, ça permet de faire des tests vraiment très élégants. Avant Mockito, est-ce que vous utilisez les assertions de fest assert? D'accord. Peut-être 10 personnes. Alors fest assert, je vais vous montrer à quoi ça représente. C'est
C'est vraiment bien en fait. Vous avez donc ça, c'est un test unitaire qui va moquer un DAO. Donc déjà pour Mockito, on peut voir que la syntaxe c'est quand l'account DAO exécute cette méthode sur n'importe quel type d'account avec n'importe quel type de search paramètre. Donc ça c'est mon business. Alors retourne nul. Donc en fait la syntaxe de Mockito est vraiment très élégante. Et festassert, c'est les équivalents de assert nul, assert not nul, assert true, assert equal, assert same, qui est dans le package assertion de JUnit. Là, vous avez assert result et vous avez une liste fluent d'éléments qui sont fonction de votre type. C'est extrêmement pratique d'avoir des tests qui soient vraiment concis. Je vous recommande de façon très vive l'utilisation de ces éléments-là. Ok. Qui connaît Lombok? Ah, la moitié de la pièce, d'accord. Lombok, c'est vraiment très... c'est assez magique, en fait. Alors, book search form. Donc là, j'ai une classe. J'ai des variables dans cette classe. Et puis, j'ai des getters. Donc, rien d'extraordinaire. Je pourrais utiliser mon IDE pour produire ces getters. Ce que je vais faire la outline. D'accord. Oups. Donc là, j'ai mes getters ici. Ce que je vais faire, je vais les supprimer. Donc ça, c'est une classe qui va être utilisée par JSF. Si je n'ai pas mes getters, ça ne va pas marcher. Donc je sauvegarde. Je vais mettre @getter. Attention, CTRL-S. Je ne l'ai pas importé. Et les getters ont été produits automatiquement. Alors vous imaginez même pas le volume de code que ça enlève. On peut arriver à faire quasiment l'équivalent d'une case class de Scala en Java qui marche avec votre IDE maintenant. C'est assez efficace. Ça permet de faire des builders, etc. C'est assez énorme. Donc, sinon, quand on travaille sur les applications d'entreprises qui malheureusement sont sur le web, on doit utiliser Firefox, Chrome, etc. Utiliser les outils adéquats. Qui utilise les Firebug intégrés? D'accord, plus de la moitié. Il faut juste connaître ces outillages, savoir les manipuler. Lorsque c'est le moment de les dégainer, on est bien content de les avoir. Typiquement sur les ressources, le network, qui permet de voir quelles sont les différentes actions qui se passent sur votre navigateur. Là, par exemple, je vais faire une recherche sur admin. Si j'arrête mon serveur, ça marche moins bien. Donc pendant qu'il démarre, je vais vous montrer je vais vous montrer du Selenium juste après. À 40, admin. Ce que je vais faire, je vais regarder uniquement les requêtes Ajax qui partent. Je clique là-dessus, c'est pour préserver les différentes requêtes XHTML. XHR, admin. Et là, on peut voir les différentes actions qui sont réalisées. Donc là, c'est l'autocomplete qui a travaillé, qui a envoyé plein d'éléments. Alors, lorsqu'on a une application d'entreprise, c'est souvent très compliqué. Le code, il peut être simple, mais le fonctionnement, c'est très compliqué. Et ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à faire des tests d'intégration fonctionnels que vos clients peuvent comprendre. Mais avant que les clients comprennent, il faut déjà que ça marche. Et il faut le tester de façon automatique. On va voir comment est-ce que sur cette application Space Mountain, tout ça est mis en place. Donc là, je fais un Maven intégration test. C'est-à-dire je fais la phase de compilation, la phase de test, la phase de package, et ensuite je vais tester le package. Donc là, directement dans Maven, j'ai lancé dans la phase d'intégration Jetty,
qui embarque le package produit, ça lance un serveur et ça va lancer les Selenium, ça va lancer les tests Selenium que je vais vous montrer juste après. D'abord, je vais vous montrer comment ça marche en live. Selenium, j'ai un Firefox qui démarre, super. Donc là, c'est le premier test, c'est regarder juste que la homepage existe. Ensuite, je me log sur un utilisateur invalide. Et ensuite, je vais faire un use case non trivial. Donc, je m'appelle admin. Je vais faire une recherche sur tous les 1. Il faut que les users, il y ait un 1 dans les users. Ensuite, je vais faire un user 19. Je vais le récupérer. Je vais le changer en Chuck Norris. Je vais lui donner un rôle admin. Je vais sauvegarder tout ça, je vais mettre un document, je vais uploader un fichier que je sauvegarde également, je sauvegarde le user, je me déconnecte, je me connecte en tant que Chuck Norris, je regarde si je peux faire des choses, je me déconnecte, je me reconnecte en admin et je vais changer Chuck Norris en user 19 qui était précédemment. Qui fait ce genre de test, Selenium? D'accord, peut-être 30 personnes. Okay. Alors, vous utilisez... Ah oui, quand je enlève Chuck Norris, je lui enlève le rôle admin. Parce que Chuck Norris ne doit pas être admin lorsqu'il s'appelle user19. Alors, à quoi ça correspond? Côté code. Oups. Alors, le premier test, c'était juste savoir si la page existait. Ensuite, je me log, donc je vais sur la page Faces, etc., etc. Mais finalement, ça me semble compliqué. Ce que je vais faire, je vais les relancer directement de mon navigateur. Pardon. Donc Selenium, donc regardez le code rapidement. Excusez-moi, je ne l'ai pas arrêté. Tu t'arrêtes. Merci. Donc là, je vois des clics, switch to English, click connection link, click account link, click next button, select account. Select account, ça fait quoi? Ça fait search by username, update account. Donc là, en fait, là-dedans, il n'y a aucun ID, il n'y a aucun élément XPath, il n'y a que du fonctionnel en fait. Et comment ça marche derrière? L'account edit page. En fait, 100% de la spécificité de votre DOM est en fait décrit dans des annotations. Donc, qui utilise le Page Factory Pattern dans Selenium 2? Une personne. Alors, en fait, ça change la vie dans Selenium. C'est au lieu de faire plein de requêtes dans le DOM, qui fait partie de votre test fonctionnel, en fait, vous déportez tout ça dans du Java et vous travaillez avec du Java, en fait. Et ça veut dire que vous êtes fortement typé, et lorsque votre DOM change, parce que votre DOM va changer souvent, parce que vos clients vont changer souvent d'avis, et c'est normal, eh bien on va pouvoir décorréler la description du DOM par rapport aux éléments fonctionnels. Alors il y a un autre truc également qui me semble important, c'est que lorsque vous faites les tests fonctionnels, on est un peu perdu en fait. Souvent ça dure des plombes et on voit le navigateur faire des trucs et on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Manifestement c'est vert, mais fonctionnellement on est perdu. Et en plus souvent on a du mal à comprendre ce que les clients veulent parce qu'on n'est pas expert. Donc en fait ce que je vous recommande, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des opérations métiers, l'exprimer à l'utilisateur qui va regarder ce qui se passe. Parce que souvent, vous avez le fonctionnel qui est à côté de vous et qui vous dit non, ça marche pas. Ah d'accord, mais est-ce que ça a du sens par rapport au contexte qu'on va présenter? Donc là, je vais rechercher par mail et vérifier en Ajax, ceci, cela. Vous remarquez qu'il va également moins vite. Ça permet de suivre tout ce qui se passe. Si vous avez besoin de performance, vous pouvez utiliser un driver PhantomJS pour Selenium qui va extrêmement rapidement et qui vous permet d'avoir des tests fonctionnels beaucoup plus rapides. Ok. Donc Page Factory Pattern, Selenium, je le recommande très chaudement. Ok. Ensuite,
Lorsqu'on a fait tout ça, on a quand même vachement avancé. J'ai l'impression qu'on a amené pas mal de valeur à l'utilisateur, mais souvent, on a un peu loupé la perf, en fait. Souvent, c'est les grosses équipes, on a du mal à comprendre ce que fait les autres, et sans le vouloir, on peut avoir des grosses saucisses. JMeter permet de faire des petits tests de bench très rapidement. Qui utilise JMeter? D'accord, peut-être 40%. Alors JMeter, c'est vraiment très simple. Je vous fais un script de JMeter tout simple pour démarrer de zéro. Donc, je vais m'aider en utilisant un proxy. Je veux exclure tous les PNG, GIF, CSS et JS. OK. Et je vais me faire un plan de travail, un groupe d'unités. Et je vais ajouter un élément de configuration générique pour HTTP, localhost 8080. Je démarre mon proxy. Ah, j'ai déjà un JMeter qui tourne. D'accord. Bon, en fait, je l'ai déjà fait. Donc, c'est un proxy qui démarre. Ce que je vais faire, je le désactive. Je vais créer un nouveau plan. Et le serveur proxy, je vais lui demander de mettre tout ça dans Live. Firefox est configuré pour avoir le proxy. Donc je fais l'application normale, admin, admin. Je vais sur les listes. Je me déconnecte. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Dans Live, j'ai ce qui s'est passé. Et je peux les rejouer. Donc lorsqu'on a un plan de test, donc ça peut être très vaste. On peut intégrer de la base de données, intégrer du scripting, du if, du regexp, etc. Donc le groupe d'unités, ça sera 10 threads et on va faire 10 login logout par thread. On démarre tout ça. On va regarder les logs derrière. Donc effectivement, ça bourrine. Mais bon, j'ai pas vraiment d'informations. Ce qui m'importe, c'est quand même d'avoir des stats. Récepteur, graphique agrégé, récepteur. Alors juste derrière JMeter, ça sera le profiling qui est le parent pauvre. Je lui donne pas le bon truc, ça marche pas. En fait, c'est en français, j'ai du mal avec le français, en fait. Alors, c'est graphique de résultat, c'est celui que je veux. Donc là, je bourrine mon application, et vous voyez que là, manifestement, j'ai 7500 pages par seconde. Alors, je suis dans une application d'entreprise. Moi, déjà, là, je peux m'arrêter. Hein. Avant qu'ils arrivent à taper aussi vite, je pense qu'il va se passer quelques plombes. Et ça, c'est du JSF, hein. Donc ça poutre. Ok, donc quand on a ça, donc je peux juste voir ce qui se passe. Mais quand on a des problèmes, ce qu'il faut, c'est utiliser un profiler. Alors moi, je vous recommande JProfiler. C'est un outil extrêmement efficace et ça permet d'enlever très rapidement de mettre en évidence un nombre de problèmes importants. Donc je vais juste attacher. J'ai pas fait de conf particulière, j'ai pas lancé une VM complète bizarre, c'est rien que du normal. Je vais attacher à Maven qui a lancé mon Jetty, qui a lancé mon application. Je veux juste faire du sampling, rien d'extraordinaire. Je démarre. Donc il doit retransformer quelques classes. C'est un produit commercial, hein, mais c'est pour ce que ça amène comme valeur, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas assez de sous, vous avez JVisualVM qui fait à peu près la même chose en beaucoup moins bien. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Mais vous pouvez arriver à
à ce que vous voulez. Donc là, j'ai appliqué des probes. Des probes, en fait, dynamiquement, il va instrumenter certaines parties du class JDK qui va me permettre d'avoir plein d'informations. Donc là, j'enregistre tout ce qui se passe en JDBC, j'enregistre mes requêtes JPA, Hibernate, et j'enregistre ce qui se passe côté servlet. Donc je vais relancer le test, et on va voir ce qui se passe. Et ben je vois en temps réel ce qui se passe sur ma VM, et je vais pouvoir trouver les différentes sources de points de contention ou de problèmes de performance. Donc là, je peux regarder chacun des événements un par un. Je peux voir que les requêtes, il y a plein de requêtes qui sont en millisecondes, des pages complètes en millisecondes, en JSF. On peut voir les différents hotspots. Côté base, c'est souvent là où ça pêche, les côtés base. Donc là, on a juste fait un login. Les credentials des users étaient dans la base, j'ai fait des requêtes là-dedans. On peut le voir ici. Donc 8 millisecondes. Et qui a utilisé cette requête SQL? Donc c'est LoginCheck qui a fait une requête SQL. Donc on peut vraiment mettre en relation le SQL à une action précise. Et c'est extrêmement important pour pouvoir enlever les saucisses du code qu'on fait. Mais il y a également JPA, très pratique. Côté servlet, on peut également voir la télémétrie, etc. C'est un outil qui est d'une puissance assez épatant en fait. Quand on a fait Selenium, JMeter, JProfiler, en général, on a quand même vachement proprifié l'aspect exécution. Et il reste la partie structure du code. Alors, qui fait attention, qui sait ce que c'est qu'une dépendance cyclique? La moitié, d'accord. Qui fait attention aux dépendances cycliques? La moitié. En général, quand on a compris ce que c'était qu'une dépendance cyclique, donc dépendance cyclique, sont des composants qui se font référence eux-mêmes. Et donc, si en fait A a besoin de B, B a besoin de C, C a besoin de A, finalement, ça, c'est lui-même un composant complet. Pour comprendre A, il faut comprendre B et C. Pour comprendre C, il faut comprendre A et B, etc. Et donc, en fait, ça pose pas mal de problématiques, surtout sur les gros projets. Sur les petits projets, on peut y aller à la barbare, ça posera pas trop de problèmes. Alors moi, j'utilise un plugin qui s'appelle iSpace sur Eclipse, qui permet de faire attention à ce genre de choses. Tiens. Tac. Donc là, on peut déjà voir les distinctions sur les différents packages de tests, d'ailleurs. Ça tombe bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les tests de mon build pass, parce que iSpace va faire les dépendances cycliques sur 100% du code qui est dans le projet. Et je vais le relancer. Ok. Ah, il est encore en train de builder. Bon, ça prend un peu de temps. Les dépendances cycliques, faites-y attention sur les gros projets. C'est pas un problème en soi, mais c'est que si on n'y fait pas attention, ça va partir en quenouille très rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors, avec tous ces... on va revenir, il vient de terminer. Donc là, on peut voir la structure complète de l'application qu'on a vue ensemble. Donc on peut voir donc Devoxx, toutes donc les DAO et les repositories, le domaine. Donc le domaine, c'est vraiment votre cœur de métier en général. Les printers, les DAO utilisent les domaines, les repositories utilisent les DAO, et le web est au-dessus et ne dépend pas. Chacun ne dépend pas eux-mêmes. Alors, en fait, là, ça semble un peu overkill, parce que c'est une petite application, finalement. Mais lorsque vous avez un projet de 100 000 lignes, et qu'on vous demande de refactorer, s'il y a des dépendances cycliques, eh ben, refactorer, ça veut dire refactorer toutes les dépendances, et ça veut dire que c'est extrêmement difficile. Et pareil pour le web, pas de dépendance cyclique. Alors, pour mettre en place tout ça, si vous avez un projet gigantesque,
Vous ne pouvez pas faire ça sur votre machine. Donc, qui utilise l'intégration continue? Oh, magique. Peut-être 60% de la salle. Vous utilisez quoi comme outillage? Hudson, c'est ça? D'accord. Donc Jenkins et la suite Atlassian. Donc c'est vraiment nécessaire. Ceux qui ne s'y sont pas mis devraient. Alors qui connaît également, qui utilise Checkstyle, Findbugs, PND? Peut-être 30% de la salle. En fait, ce sont des outillages qui permettent d'analyser statiquement le code. Alors quand vous avez 200 000 lignes de code et qu'on peut se faire aider par un outil, il ne faut pas hésiter. Et on peut faire ça dans notre IDE, il n'y a pas de problème. Souvent, on a des machines qui ne tiennent pas vraiment la route. En fait, il faut laisser faire ça à l'intégration continue, qui va introspecter votre code sur un serveur à l'extérieur, et qui va builder votre projet, qui va lancer les tests unitaires, les tests Selenium, les tests d'intégration, qui va faire le packaging, et qui va envoyer toutes les métriques dans Sonar. Donc, qui connaît Sonar? Ok. Donc en fait, ceux qui utilisent Sonar, en fait, connaissez PMD et Findbugs, parce que c'est lui qui va sauvegarder toute l'information de ces métriques sur le cours du temps. Alors moi personnellement, Sonar, je m'en fiche un peu. On a tous des avis divergents sur le sujet, sur la couverture des tests fonctionnels, la couverture des tests unitaires, le nombre la couverture de branches dans le code. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tant les valeurs absolues que leur évolution dans le temps. Si vous voyez que la complexité, n'importe quel indicateur que vous avez choisi qui vous importe en fonction de votre projet, augmente, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas votre complexité. Et donc ça veut dire que c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a une action qui doit être menée pour faire attention à ça. Encore une fois, on parle de gros projets. Si ça part en quenouille, ça part en quenouille pour longtemps et ça sera cher de ramener l'architecture et la structure logicielle au canon de la beauté. Donc, il y a un truc qui est intéressant également, c'est que lorsqu'on a parlé de plein de choses, et en fait, on n'a pas encore réalisé le business, ce pourquoi le client nous paye. Et ça montre l'étendue des difficultés qu'on a à affronter pour faire des applications d'entreprise d'envergure, en fait. C'est assez surprenant. Alors, j'ai 13 minutes, je peux vous montrer d'autres éléments. Le Query by Example, JSF. Alors, je vous ai pas, oui, j'ai pas montré, par exemple, à quoi correspond la page de recherche du compte. JSF. Donc tout ça, là, ça correspond à exactement ceci. Donc là, vous avez les headers qui sont juste là pour vous faire la complétion. Donc vous avez un composant de recherche, on définit des filters, donc tout ça, ça correspond à ce qu'il y a là, et les résultats, ça correspond à ce qu'il y a là. Pour ceux qui connaissent Backbone et Angular, en fait, on l'a déjà dans l'entreprise, alors ça va moins vite, c'est moins sexy, mais ça marche très très bien. Autre chose, dans nos recherches, nos clients nous demandent souvent de faire des exports Excel. Donc, je fais une recherche sur admin qui est à Tokyo. Admin n'est pas à Tokyo. On va demander tous ceux qui sont à Tokyo. Et je vais produire un fichier Excel. Production d'Excel avec les éléments de la recherche. Donc là, c'est admin qui a effectué la recherche à telle date avec ses différents critères de recherche. Alors ça, c'est fait avec JXLS. JXLS, c'est le JSP du Excel. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ça marche très rapidement. Il y a plein de choses que les utilisateurs demandent. Également, c'est alors, je vais prendre Homer et Maggie. Je veux sauvegarder Simpson, la recherche. Donc je quitte cet élément-là, je reviens sur l'account.
Et je veux sauvegarder ma recherche. Souvent, c'est des pages fonctionnelles. Et les opérateurs ont des trucs souvent très complexes. Là, on peut voir qu'on peut modifier tout plein d'éléments et ça représente une requête métier. Et on peut sauvegarder ces requêtes métiers et tout ça, c'est fait automatiquement. Donc JSF permet de faire ça sans JavaScript, en ne codant qu'en Java. C'est assez épatant. Qui utilise Prime Faces ici, dans ceux qui utilisent JSF? Donc 3 personnes. Les autres, c'est Rich Faces. D'accord, c'est Rich Faces. D'accord. Donc Prime Faces. Enfin, j'ai travaillé avec Rich Faces. C'était très bien en JSF1 parce qu'il avait le mérite d'exister. Prime Faces est vraiment à une qualité largement supérieure. Je vous avais parlé de Morito pour ceux qui n'avaient rien appris. Donc qui n'a rien appris pour l'instant? Ah, il y en a un. D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont rien appris, j'ai la botte secrète. C'est comment certains connaissent la question. C'est comment faire pour estimer la vitesse de la lumière avec un Mars dans votre cuisine à 2% près. Oui, c'est possible. Est-ce que je voulais d'abord qu'on passe aux questions et ensuite je vous explique comment voir la vitesse de la lumière? Oui. Alors oui, tout ça est disponible tout de suite sur springfuse.com, c'est gratuit. Ah oui, donc est-ce que la question était, est-ce que ça a été généré par SpringFuse? La réponse est oui. Oui. La deuxième, tu as des éléments, l'export Excel, etc. Ça, c'est pas inclus dans la version de base de SpringFuse. C'est dans la version en Alors déjà, tu as un utilisateur SpringFuse, je te remercie, c'est très bien. Alors non, c'est une des dernières versions qui est sortie hier ou cette semaine. Bon, alors c'est dans le snapshot. Ça sera disponible demain. Dernière question, dans les versions précédentes de SpringFuse, il y avait un truc très intéressant, c'est que vous pouvez choisir l'implémentation, soit du GSF, soit du JSF. Dans la nouvelle version, ça peut être très maintenant. Alors la question c'est, dans SpringFuse permettait, donc là on parle de SpringFuse, désolé, donc SpringFuse permettait de produire du code jQuery, en fait ce qu'on vient de voir, tout pareil, mais en jQuery, et on l'a enlevé. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé? Ça prenait beaucoup de temps, et finalement, avec les nouvelles technologies, genre Angular, on n'a plus vraiment besoin d'avoir ce pack-là, il faut juste faire du REST et mettre du Angular. Donc dès qu'on a le temps de faire un pack Angular, on le fera, et on le mettra à disposition de tout le monde. Avec plaisir. Oui? Ah, excuse-moi, je t'entends pas. Merci. Quand vous avez parlé des outils que vous utilisiez, dans les profilers, vous avez utilisé JProfiler. Pourquoi vous n'avez pas parlé de JIROKit? Déjà, JIROKit et la VM d'Oracle mergent, donc on n'a plus vraiment besoin. Ah oui, la question c'est YourKit, pas JIROKit. Non, pourquoi pas JIROKit? Parce qu'il faut utiliser une autre JVM, c'est ça? C'est ça qui vous embête? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais en fait, j'ai utilisé pas mal de profilers. Avec JProfiler, je fais 7 clics et j'enlève les saucisses les plus grosses en 2 coups de cuillère à peau, parce que c'est juste marqué rouge. Alors tu regardes là où c'est rouge, tu enlèves où c'est rouge, et ton problème de performance il est enlevé en fait. Non mais JIROKit c'est le produit d'Oracle qui fait comme JProfiler. Ah, JIROKit Mission Control, tu veux dire? D'accord. En fait, d'accord. Donc là, la réponse principale, ce que je préfère dans JProfiler, c'est qu'en général, on n'a pas de problème de mémoire ou de CPU, pas trop. C'est plutôt des problèmes de requête SQL, des problèmes de contention, de problèmes de réseau. Et il y a des probes. Vous avez vu, lorsque j'ai utilisé JProfiler, j'ai activé les probes. Et quand je passe sur un JProfiler, j'ai activé les probes. Et quand je passe sur un énorme projet, j'active les probes. Je regarde ce qui se passe et je vois tout de suite là où sont les saucisses et je les enlève une par une. Et c'est vraiment bête comme chou. Par exemple, là, il y a une requête SQL qui a été démarrée. Je prends la plus grosse. Un select. Je regarde par où elle est partie. Donc load by username. Ok, supposons que cette requête-là est énorme. Il y a plein de selects bizarres. Personne n'a fait attention à regarder la. Je sais exactement où aller regarder dans le code et en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait en fait. Donc vraiment, c'est un outil qui est efficace. JVisual VM, qui est directement natif, permet de faire des choses aussi sensiblement identiques,
mais c'est pas je l'utilise même plus en fait. Vous voyez, c'est tout pareil, mais tu vas à 2 à l'heure en fait. Et j'ai autre chose à faire en général qu'aller à 2 à l'heure. Et aussi, je voulais savoir, vous lancez vos serveurs avec Maven. Pourquoi vous n'utilisez pas WTP? C'est l'expérience, enfin c'est historique. C'est que avant ça marchait pas bien et que en ligne de commande, ça me permet de vérifier que tout marche correctement depuis la ligne de commande. Ça veut dire que mon Jenkins ou mon Bamboo va marcher tout de suite. Sinon, pour Maven, il faut vraiment pas hésiter à rentrer dans Maven et pas lui casser le bras. Quand on est avec Maven, et c'est souvent le cas avec les applications d'entreprise, c'est like a breeze, quoi. Ça marche vraiment bien, il ne faut pas hésiter. Oui, là. Oui. Est-ce que par hasard vous auriez un outil à conseiller pour faire de la revue de code, mais de la revue de code manuelle, fait par une personne? Oui, très bien. En fait, Sonar, c'est gratuit et ça intègre automatiquement de la revue de code et c'est intégré directement dans Eclipse. Donc, côté Sonar, je vais pouvoir dire, tiens, là, je pense qu'il y a une erreur, est-ce qu'on peut en discuter? Et le développeur, dans son Eclipse, va pouvoir voir les remarques que j'aurais faites. Et on pourra discuter là-dessus. Gerrit? Pardon? Gerrit? Git, développement d'entreprise. C'est un truc qui mais permet de faire de la revue de code aussi. D'accord. Non, j'utilise pas beaucoup ça. Je voulais avoir une idée de l'impact de JProfiler sur la VM par rapport à du stress test qu'on est en train de faire avec un JMeter. C'est gros, l'impact il est largement important. Mais en fait, souvent JMeter, j'ai pas besoin de l'utiliser lorsque je bourrine vraiment. J'ai besoin de JMeter pour enlever les grosses saucisses. Après, ce qu'il faut faire, c'est faire des thread dump et regarder ce qui se passe. C'est là où c'est le plus efficace. Et c'est la recommandation de Cliff Click. Également, c'est ce que lui fait, alors que c'est lui qui a fait avec Hollerski, Legit, etc. et Azul. C'est la méthode hyper simple, mais qui marche tout le temps, et sur toutes les VM. Alors, une question sur Maven, en fait, parce que, ok, c'est essentiel, bon, j'ai pas envie de troller dessus, mais on a quand même régulièrement, dans les 90% où Maven marche bien, c'est génial, mais alors faut vraiment pas être dans les 10 autres. Donc, à l'heure actuelle, on est quand même assez nombreux à se dire, est-ce qu'on passe pas sur autre chose, sur un Gradle, sur un Ivy, voire un retour à Ant? Parce que franchement, le temps perdu, si on tombe sur des scripts mal faits, ce qui arrive souvent, c'est vraiment la fin du monde. C'est une tautologie, si son script est mal fait, il faut corriger le script. Franchement, j'ai jamais de problème avec Maven. Je dois être le seul au monde. Vraiment, je suis surpris. J'ai des applications vraiment très classiques. Je fais des WAR, des VAR, je fais des trucs lambda et ça marche très très bien pour ce que je veux. Effectivement, avant, dans Eclipse, ça marchait pas bien. C'est vrai, mais moi je faisais Maven Eclipse et puis ça marchait. Oui. Oui, donc SpringFuse, oui, prend en entrée une base de données. Demain, je passe en NoSQL parce que j'ai une application d'entreprise. Quelle sera votre réponse? Si tu as un besoin, donc la question c'est si demain je fais du SQL. Voilà, je crée une application d'entreprise de plus de 200 000 lignes et j'ai aussi un problème de big data. Donc je vais passer mon application, je vais l'écrire maintenant en NoSQL. D'accord. Est-ce que SpringFuse va pouvoir m'aider ou pas parce que vous partez de la base de données et vous faites le CRUD? Oui, largement, il peut t'aider, mais bon, est-ce que ça a du sens d'utiliser des patterns pour la base de données sur un truc qui est disjoint en fait? Pas vraiment. Il y aura sûrement des pratiques que tu vas pouvoir récupérer, bien sûr. La structure, la logique, les bonnes de la doc et du build. Oui. Oui, alors n'hésitez pas à utiliser les profils, ça marche très bien. Parce que moi, j'ai cherché pendant 2 mois, j'ai pas trouvé de solution avec Maven. Et en passant avec Spring les profils, on arrive mieux à gérer les profils des différents. D'accord, la question c'était comment est-ce que tu arrives à gérer les profils correctement avec Maven? La réponse c'est oui. Produisez du code sur SpringFuse, tu regardes le POM, ça marche bien. Et pas de souci. J'ai pas eu de problématique en tout cas. Et si tu parles des profils Spring, c'est encore un autre sujet, mais c'est fonction des variables d'environnement. Encore une minute. D'autres questions? Oui.
Alors au départ, SpringFuse a été créé parce qu'on aimait AppFuse, mais on trouvait que c'était trop trivial et que c'était pas, ça répondait pas aux besoins des applications d'entreprise, où effectivement c'est plus verbeux, plus gros, mais c'est plus adéquat à une grosse boîte. Oui, mais lui, il fait des sites web, et moi, je fais des applications web. Des applications de gestion web, en plus. Donc, on n'a vraiment pas les mêmes contraintes, en fait. Time's up. C'est avec plaisir que je vous explique comment comment calculer... Non, je vais vous le faire tout de suite, juste pour le plaisir. Alors, si vous n'avez rien appris, donc ça, c'est du chocolat qu'on a mis dans un micro-ondes. On a enlevé la plaque, d'accord. Voilà. Je vous laisse faire ça. On peut en parler juste après si vous voulez. 2% près, vous pouvez faire ça à la maison et manger le chocolat à la fin.